Monsieur Rojman, bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir dans le débat sur aimer, partager, transmettre et comment vivre en fait avec le souci de l'autre. Vous avez attaqué sur l'empathie, enfin les premières questions ont été sur l'empathie. Oui. Quelle place lui accorder aujourd'hui, vous? Quelle place vous lui accordez aujourd'hui? Moi je pense que les êtres humains sont naturellement capables d'empathie. Ils sont capables de communication, on n'a pas besoin de leur apprendre, on n'a pas besoin d'apprendre l'empathie ou la communication. On doit simplement regarder quels sont les obstacles intérieurs, psychologiques, personnels, familiaux, collectifs, qui nous empêchent justement d'avoir cette empathie avec l'autre, qui nous empêchent de communiquer, qui nous empêchent d'aimer, qui nous empêchent de partager. Et là, on va tomber effectivement sur les blessures personnelles, les blessures qu'on nous a infligées, qu'on inflige à notre tour, la violence dont nous sommes tous dépositaires et qui font qu'on n'arrive pas à partager parce qu'on est séparé des autres par des peurs, des méfiances, des préjugés. Moi, une chose qui m'a beaucoup frappé, j'ai failli le dire à la fin du débat, c'est qu'on parle toujours de la peur de l'autre. C'est une vraie tarte à la crème. On dit la peur de l'autre, la diversité, il ne faut pas avoir peur de l'autre. En fait, on n'a pas peur de l'autre. On a peur de celui qui est comme nous. Ce qu'on voit d'ailleurs dans la gravité des guerres civiles, on voit bien que c'est celui qui nous fait peur, en fait, à tort ou à raison, peur d'un danger fantasmé ou peur d'un danger réel, qu'on refuse. Mais celui qui est différent de nous et qui ne nous fait pas peur, qui ne nous fait pas violence, il n'y a pas de problème. On adore aller manger dans un restaurant chinois, aller manger un couscous, on adore voyager, on adore connaître l'autre. Mais le problème, c'est pas du tout ça. Le problème, c'est vraiment le même, c'est-à-dire celui qui est comme nous, ou à peu près comme nous, et qui risque de nous faire violence. C'est justement là où André Comte-Sponville disait tout à l'heure qu'on pouvait aimer au-delà, ou je ne sais pas dire, c'était peut-être le grand rabbin, qui est aimer au-delà de ce qui nous faisait peur chez l'autre, c'est-à-dire laisser l'autre nous inquiéter et continuer à l'aimer, que c'était ça le véritable amour. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, dans la différence, il y a toujours une part d'inquiétude, mais le problème, c'est quand cette part d'inquiétude devient une peur véritable et crée en nous un besoin de violence, parce que ça nous rappelle, ces peurs nous rappellent des peurs que nous avons vécues. Nous avons été jugés, nous avons été humiliés, nous avons été agressés, on ne nous a pas acceptés comme nous étions. C'est quelque chose que les gens vivent tous dans leur environnement social et quelquefois familial, souvent familial. Et le problème, c'est quand cette peur nous manipule et nous amène à la violence. Absolument. Voilà. Vous êtes sociothérapeute. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce métier? Le mot sociothérapeute existe déjà. Alors normalement, un sociothérapeute, c'est quelqu'un qui travaille, qui fait de la thérapie de groupes défavorisés ou de groupes marginalisés. Et moi, je ne suis pas sociothérapeute dans ce sens-là, parce que je travaille dans la société telle qu'elle est. Et en fait, j'ai inventé une discipline. J'ai inventé une discipline de thérapie sociale à partir évidemment d'autres formes, d'autres disciplines, à partir de choses qui existent dans la vie démocratique, dans la politique, dans la psychanalyse, la psychothérapie. J'ai inventé quelque chose. Et en l'expérimentant, petit à petit, je l'ai pensé et j'ai créé une discipline que maintenant j'enseigne, y compris dans des universités, qui est la thérapie sociale. Voilà. Et quelle est la spécificité Alors la spécificité, c'est d'aider des gens qui ont un problème collectif à résoudre, qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont séparés par des peurs, des méfiances, des préjugés, les aider à se rencontrer et ensuite à travailler ensemble à un projet collectif. Même si il y a des haines, des méfiances, des préjugés qui viennent de conflits pas exprimés, pas résolus, ou qui viennent des blessures de chacun, comme je disais tout à l'heure. Donc mon travail que j'exerce en intervention, par exemple, en France, mais aussi à l'étranger, aux États-Unis, dans le Caucase, en Afrique, consiste justement à essayer d'une part de recréer de la vie démocratique. Ce que j'appelle vie démocratique, c'est une vie dans laquelle il y a du conflit, mais sans le manichéisme auquel on assiste habituellement dans les conflits, créer du conflit, tenir compte des violences subtiles qui émaillent la vie de notre vie quotidienne, la vie des familles, la vie des organisations, des institutions. Il y a toujours ces formes de violence dont je parlais tout à l'heure, qui sont des violences stupides et qu'on voit à peine. Et puis il y a aussi quelque chose, moi, qui m'intéresse particulièrement parce que j'ai vécu des drames dans mon enfance, en ce qui concerne par exemple
ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale où toute ma famille a disparu, je suis très préoccupé par la prévention des violences collectives. Et donc je travaille dans des pays où il y a eu des violences collectives, des génocides, comme au Rwanda ou en Amérique latine, ou en prévention, je dirais plutôt, de ces violences collectives. Et je pense que la France est un pays aujourd'hui menacé par des violences collectives. On a quelques symptômes, on voit bien, mais on ne prend pas garde. On essaye d'avoir une position lénifiante en disant oui, mais tout ça n'est pas très grave, ce sont des exceptions. Mais en réalité, je vais vous donner un exemple très précis. Moi, personnellement, je pense qu'en France, beaucoup de gens pensent comme ceux qui ont passé à l'acte, c'est-à-dire des gens comme Mohamed Merah et des gens comme Andrés Breivik, de l'autre côté. Beaucoup de gens, sans vouloir passer à l'acte, en condamnant même ces crimes et ces passages à l'acte, ont en eux cette forme de pensée. C'est-à-dire beaucoup d'Européens, aujourd'hui, pensent comme Breivik, sans aller jusqu'au crime, pour le moment, bien entendu. Et beaucoup de musulmans pensent comme Mohamed Merah, à savoir, par exemple, que les Juifs dominent la planète, qu'il n'y en a que pour eux, et qu'ils sont des victimes permanentes de discrimination. Et cette pensée-là, elle est majoritaire. J'ai beaucoup travaillé dans les banlieues, je peux vous assurer que cette pensée-là est majoritaire. Et on a la même chose de l'autre côté. Mais ce discours qui n'est pas entendu, parce que nous ne vivons pas dans une réelle vie démocratique, ce discours s'exprime dans des cercles fermés, dans les groupes d'appartenance, et jamais au grand jour. Et en tout cas, les élites qui ne sont pas très touchées dans leur vie quotidienne par ce type de problème, évidemment, les élites tentent de masquer cette réalité qui ne les arrange pas parce qu'elle mettrait en cause beaucoup de fonctionnement collectif. Il y a une question que l'on pose à tous nos invités. Le thème de la Cité 2012, c'est le partage. Oui. Notre question est donc, à votre avis, en 2012, que partage-t-on le plus volontiers? Que partage-t-on le plus volontiers? On partage des peurs, on partage des angoisses, on partage beaucoup de violences, y compris des violences contre soi-même, qui s'expriment par de la consommation, de la boulimie, de la toxicomanie, enfin tout ce qu'on veut, des addictions, et puis de violences contre les autres. Et encore une fois, on le voit bien dans les entreprises, des violences subtiles, des harcèlements, des humiliations, et les gens vivent actuellement dans un état de très grande fragilité. Et on partage, je dirais, dans la société, il y a un très grand partage de cette fragilité. Merci beaucoup, Charles Rangeman. Merci à vous.